Cette histoire s'intitule « La dernière séance ». Raoul Dobreuil traversa la scène en chantonnant un petit air. C'était un ingénieur de 32 ans, beau garçon, à la figure poupine, ornée d'une petite moustache noire. Il atteignit la rue Cardonnet et entra au numéro 17. De son repère, la concierge lui jeta un regard indifférent et grogna un bonjour maussade, auquel il répondit gaiement. Puis il monta l'escalier jusqu'au 3e étage. En attendant que l'on réponde à son coup de sonnette, il se remit à chantonner. Ce matin-là, Raoul Dobreuil se sentait d'humeur particulièrement joyeuse. La porte fut ouverte par une femme d'un certain âge, dont le visage ridé se fendit en un sourire aussitôt qu'elle reconnut le visiteur. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Élise, » dit Raoul. Il rentra dans le vestibule tout en retirant ses gants. « Je crois que madame m'attend, » dit-il en tournant la tête. « Mais certainement, monsieur. » Élise referma la porte d'entrée et se tourna vers lui. « Si monsieur veut bien passer dans le petit salon, madame le rejoindra dans quelques instants. Elle est en train de se reposer. » Raoul leva vivement les yeux. Ne se sentirait-elle pas bien? Bien. Élise renâcla. Passant devant Raoul, elle ouvrit la porte du petit salon, y entra suivie par la vieille servante. Bien, poursuivit celle-ci. Je me demande comment elle pourrait se sentir bien, le pauvre petit agneau. Des séances et encore des séances. Ce n'est pas bon, ce n'est pas naturel, et ce n'est pas du tout ce que le bon Dieu désire de ses créatures. Je vais vous dire ce que je pense, moi, monsieur. Tout ça, c'est du commerce avec le diable, si vous voulez le savoir. Raoul lui tapota l'épaule pour la rassurer. « Allons, allons, Élise, » dit-il d'un air apaisant. « Ne vous énervez pas, et ne soyez pas toujours prête à voir le diable dans tout ce qui dépasse votre entendement. » Élise secoua la tête d'un air incertain. « Eh bien, marmonna-t-elle, monsieur, peut dire ce qu'il voudra, je n'aime pas du tout ça. Tenez, regardez madame, chaque jour elle devient plus pâle et plus maigre. Quant à ses migraines, n'en parlons pas. » Elle leva le bras au ciel. « Ah que non, ces manigances avec les esprits ne me disent rien de bon. » « Enfin, des esprits? Peu! Tous les bons esprits vont au paradis. Les autres vont au purgatoire ou bien... » « L'idée que vous vous faites de la vie et de la mort est d'une simplicité rafraîchissante, Élise, » dit Raoul en se laissant tomber dans un fauteuil. La vieille femme se redressa. « Je suis une bonne catholique, monsieur. » Elle se signa, se dirigea vers la porte et, la main sur la poignée, s'arrêta. « Après, lorsque vous serez marié, monsieur, demanda-t-elle d'une voix implorante, tout ceci ne continuera pas. » Raoul lui sourit affectueusement. « Vous êtes bonne, Élise, dit-il, et dévouée à votre maîtresse. N'ayez crainte, dès qu'elle sera mon épouse, toutes ces manigances avec les esprits, comme vous dites, cesseront. Pour madame Dobreuil, il ne sera plus question de séance. » Le visage d'Élise se détendit en un large sourire. « Est-ce bien vrai, ce que vous me dites là? »« Oui, répondit-il en se parlant plutôt à lui-même. Tout ceci doit cesser. Simone possède un don merveilleux et elle l'a largement utilisé. Mais maintenant, elle a accompli sa tâche. Comme vous l'avez très bien justement observé, Élise, elle pâlit et maigrit de jour en jour. La vie d'un médium est particulièrement fatigante et ardue. Néanmoins, Élise, votre maîtresse, est le médium le plus merveilleux de Paris. Que dis-je, de toute la France. Des gens du monde entier viennent la trouver, parce qu'ils savent qu'avec elle, il n'y a pas de duperie, pas de mensonge. » Élise grogna. « De la duperie? Des mensonges? Mais monsieur, même si elle l'essayait, madame ne parviendrait pas à mentir à un nouveau-né. »« Oui, c'est un ange, » dit le jeune homme avec ferveur, « et je ferai tout ce qu'il est possible pour la rendre heureuse. J'espère que vous me croyez. » Le menton levé, Élise lança dignement. « Voici bien des années que je suis au service de madame, monsieur. Sauf tout le respect que je lui dois, je puis dire que je l'adore. Si je n'étais pas persuadé que vous l'aimiez comme elle mérite d'être aimée, eh bien, monsieur, je vous arracherais les yeux de la tête. » Raoul rit. « Bravo, Élise, vous êtes une amie fidèle et maintenant que je vous ai déclaré que madame abandonnera les esprits pour toujours, vous serez bien obligé de m'agréer. » Il s'attendait à ce que la vieille servante acceptât cette plaisanterie avec un sourire, et fut quelque peu surpris de la voir rester très grave. « Et supposons, monsieur, dit-elle en hésitant, que les esprits, eux, ne la lâchent pas. »« Hein? Qu'entendez-vous par là ?»« J'ai dit, répéta Élise, supposons que les esprits,
Eux ne la lâchent pas. Je pensais que vous ne croyiez pas aux esprits, Élise. C'est vrai que je n'y crois pas, cependant. Eh bien, c'est difficile à vous expliquer, monsieur. Vous voyez, moi j'ai toujours été d'avis que ces médiums, comme ils les appellent, étaient simplement des escrocs qui tiraient profit de la douleur des bonnes âmes ayant perdu des êtres chers. Mais madame n'est pas comme ça. Madame est bonne. Madame est honnête et... Elle baissa la voix et parla sur un ton de crainte respectueuse. Il se passe des choses. Je sais pas quoi, mais j'ai peur. Et ce dont je suis certaine, monsieur, c'est que tout ça n'est pas juste. C'est contre la nature et contre le bon Dieu. Aussi, il faudra bien qu'un de ces jours, quelqu'un paye pour tout ceci. Quittant son fauteuil, Raoul s'approcha d'elle et lui tapota l'épaule. « Calmez-vous, ma chère Élise, dit-il en souriant. Tenez, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, ce sera la dernière séance. Après, il n'y en aura plus. Donc, il y en a encore une aujourd'hui demanda la vieille servante d'un air méfiant. La dernière, Élise. Certainement, la dernière. Élise secoua la tête consternée. Madame n'est pas en état, commença-t-elle. Mais elle s'interrompit, car la porte s'ouvrit et une grande femme blonde entra. Elle était svelte et gracieuse, avec un visage de Madone de Botticelli. La figure de Raoul s'éclaira immédiatement. Élise opéra une retraite discrète. Simone. Raoul saisit les deux longues mains blanches de la jeune femme et les porta à ses lèvres, l'une après l'autre. Elle murmura le nom du jeune homme avec beaucoup de douceur. Raoul, mon chéri. Une fois de plus, il lui embrassa les mains, puis scruta son visage d'un regard intense. Simone, comme vous êtes pâle. Élise m'avait dit que vous vous reposiez. Vous n'êtes pas malade, mon adoré. Non, pas malade. Elle hésita. Il la conduisit vers le divan et prit place à ses côtés. Dites-moi ce que vous avez. Le médium eut un léger sourire. Vous me trouverez ridicule, plaisanta-t-elle. Moi? Vous trouvez ridicule? Jamais. Simone retira sa main de celle de Raoul. Pendant 1 ou 2 instants, elle resta absolument immobile, fixant le tapis. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut d'une voix basse, rapide. J'ai peur, Raoul. Il attendit pendant un bon moment pensant qu'elle allait continuer, mais son silence se prolongeait. Il dit d'un air encourageant. Oui, et de quoi avez-vous peur? J'ai peur, c'est tout. Il la considéra d'un air perplexe et, répondant à son regard, elle dit aussitôt. Oui, je me rends compte que c'est absurde, et cependant c'est exactement ce que je ressens. J'ai simplement peur, sans plus. Je ne sais ni de quoi, ni pourquoi j'éprouve cette crainte. Mais je suis constamment obsédé par l'idée que quelque chose de terrible, d'épouvantable, va m'arriver. Les yeux de Simone étaient perdus dans le vide. Avec beaucoup de douceur, Raoul l'entoura de son bras. Mon adoré, allons. Il ne faut pas vous laisser aller ainsi. Je sais ce que c'est, Simone, c'est la tension. La tension de la vie de médium. Vous avez simplement besoin de repos et de calme. Elle lui lança un regard reconnaissant. Oui, Raoul, vous avez raison, c'est exactement ce qu'il me faut. Du repos et du calme. Elle ferma les yeux et se laissa aller doucement contre l'épaule de Raoul. Et du bonheur, chuchota celui-ci dans son oreille. Son bras se resserra autour de Simone et il l'attira plus près de lui. Les yeux toujours fermés, elle aspira une profonde bouffée d'air. Oui, murmura-t-elle, oui. Lorsque je me trouve dans vos bras, je me sens en sécurité. Vous êtes au courant de bien des choses, Raoul, mais vous ne pouvez pas savoir ce que cette vie implique. Il sentit le corps de Simone se raidir. Elle ouvrit les yeux, le regard perdu au loin. On est assis dans un cabinet noir, on attend. Et cette obscurité est terrible, Raoul, parce que c'est l'obscurité du vide, du néant. Délibérément on se laisse s'y perdre. Après cela, on ne sait plus rien, on ne sent plus rien. Puis enfin vient le retour à la vie, lent, douloureux. On surgit d'un sommeil profond, mais on se sent si fatigué, si terriblement fatigué. Je sais, dit Raoul doucement, je sais. Tellement fatigué, murmura Simone une fois de plus. Tout son corps sembla s'affaisser lorsqu'elle répéta ces paroles. Et vous êtes merveilleuse, Simone. Raoul reprit les mains de la jeune fille entre les siennes, essayant de la sortir de sa rêverie, de la faire participer à son enthousiasme. Vous êtes unique, le plus grand médium du monde. Elle secoua la tête.
un léger sourire jouant sur ses lèvres. Mais si, insista Raoul. Il sortit 2 lettres de sa poche. Tenez, regardez ceci. Une lettre du professeur Roche, de la Salpêtrière, et celle-ci du docteur Génir, de Nancy, tous deux implorant que vous continuiez de temps en temps à entrer en transe pour eux. Oh non. Simone bondit brusquement du divan. Non, je ne veux pas. Je ne le ferai pas. Tout est fini. Fini pour toujours. Vous me l'avez promis, Raoul. Raoul la regarda d'un air étonné, tandis qu'indécise, elle se tenait devant lui, lui faisant face comme un animal aux abois. Il se leva, lui prit la main. Oui, oui, dit-il, c'est fini. Bien entendu, c'est fini. Mais je suis tellement fier de vous, Simone, et c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de ces lettres. Elle lui jeta un regard rapide, méfiant. C'est bien sûr. Vous ne me demanderez plus jamais d'entrer en transe? Non, non, dit Raoul, à moins que vous-même ne désiriez le faire simplement de temps à autre, pour ses vieux amis. Elle l'interrompit, parlant avec une certaine fièvre. Non, non, jamais plus. Je vous dis qu'il y a du danger à le faire. Je le sens, un grand danger. Pendant un instant, elle enfouit le front dans ses mains, puis traversa la pièce, se dirigeant vers la fenêtre. Promettez-moi, jamais plus, dit-elle d'une voix plus calme. Raoul vint la rejoindre, et il lui enlaça les épaules. Ma chérie, dit-il tendrement, je vous promets qu'après aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais entré en transe. Il sentit le brusque sursaut de Simone. Aujourd'hui, murmura-t-elle. Ah oui, j'avais oublié, Madame X. Raoul consulta sa montre. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre maintenant, mais peut-être que, si vous ne vous sentez pas bien... Simone paraissait l'écouter à peine, elle poursuivait les cours de ses pensées. C'est une femme étrange, Raoul. Une femme très étrange. Savez-vous que... Elle m'inspire presque de l'horreur. Simone! Il y avait une trace de reproche dans la voix de Raoul. Elle le sentit immédiatement. Oui, oui, je sais, Raoul. Pour vous, une mère est sacrée, et ce n'est pas bien de ma part d'éprouver un tel sentiment envers Madame X, alors qu'elle pleure son enfant perdu. Mais je ne saurais vous expliquer. Elle est si imposante, si noire. Et ses mains, n'avez-vous jamais remarqué ses mains, Raoul? D'énormes mains puissantes, aussi puissantes que celles d'un homme. Ah! Elle eut un léger frisson et ferma les yeux. Raoul se détacha d'elle. Vraiment, Simone, je n'arrive pas à vous comprendre. Une femme ne devrait éprouver que de la sympathie pour une femme qui vient de perdre son enfant unique. Simone eut un geste d'impatience. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Ces choses-là ne se commandent pas. À l'instant même où je l'ai vue pour la première fois, j'ai senti. Elle lança ses mains en avant, comme pour écarter une menace. La peur. Souvenez-vous que j'ai mis longtemps avant de consentir à entrer en transe pour elle. J'avais la certitude qu'elle me porterait malheur. Raoul haussa les épaules. Alors qu'elle vous a, en fait, apporté exactement le contraire, dit-il sèchement. Toutes les séances ont eu un succès remarquable. L'esprit de la petite Amélie a été capable de vous pénétrer immédiatement, et les matérialisations ont été frappantes. Vraiment, le professeur Roche aurait dû être présent à la dernière séance. Les matérialisations, dit Simone à voix basse. Dites-moi, Raoul, vous n'ignorez pas que je ne sais rien de ce qui se passe lorsque je suis en transe. Ces matérialisations sont-elles vraiment si merveilleuses? Lors des premières séances, la silhouette de l'enfant était visible dans une sorte de nébuleuse, expliqua-t-il. Mais au cours de la dernière séance... Oui, Raoul parla avec beaucoup de douceur. Simone, l'enfant qui était là était un véritable enfant vivant, en chair et en os. Je l'ai même touché. Mais voyant que cet attouchement provoquait chez vous une douleur aiguë, je n'ai pas voulu autoriser Madame X à faire de même. J'ai craint qu'elle ne perdît son sang-froid. Une fois de plus, Simone se détourna vers la fenêtre. J'étais terriblement épuisée en sortant de transe, murmura-t-elle. Raoul, êtes-vous bien sûr, êtes-vous absolument certain que tout ceci est juste? Vous savez ce qu'en pense ma chère vieille Élise. Elle prétend que je m'adonne à un commerce avec le diable. Simone se mit à rire, mais sans conviction. Vous savez ce que je crois, dit Raoul gravement. Dans les manipulations de l'inconnu, il doit toujours y avoir un danger. Mais la cause en elle-même est noble, car c'est celle de la science. Dans le monde entier, il y a des martyrs de la science, des pionniers qui ont payé leur tribut, pour permettre à d'autres de marcher en sécurité sur leurs traces. Pendant 10 ans, au prix d'une tension nerveuse terrible,
Vous avez travaillé pour la science. Maintenant votre tâche est accomplie, et à partir d'aujourd'hui, vous serez libre d'être heureuse. Elle lui lança un sourire affectueux, son calme revenu, puis elle jeta un coup d'œil rapide vers la pendule. Madame X est en retard. Peut-être ne viendra-t-elle pas. Ça m'étonnerait, dit Raoul. Votre pendule avance un peu. Simone s'affaira dans la pièce, arrangeant un bibelot par-ci, par-là. Je me demande qui peut bien être cette Madame X, remarqua-t-elle. D'où vient-elle? Quelle est sa famille? C'est étrange que nous ignorions tout à son sujet. Raoul haussa les épaules. La plupart des personnes cherchent, dans la mesure du possible, à garder l'incognito lorsqu'elles viennent consulter un médium, observa-t-il. C'est une précaution des plus élémentaires. Un petit vase de porcelaine qu'elle tenait entre ses doigts lui échappa et alla se briser en 1000 morceaux sur le carrelage de la cheminée. Elle se tourna vivement vers Raoul. « Vous voyez, murmura-t-elle, je ne suis pas moi-même Raoul. Me jugeriez-vous très lâche si je disais à Madame X que je ne me sens pas capable d'entrer en transe pour elle aujourd'hui ?» Le regard étonné et presque douloureux que lui lança Raoul la fit rougir. « Simone, vous m'avez promis, commença-t-il avec douceur. Elle recula jusqu'au mur. « Non, je ne le ferai pas, Raoul, je ne le ferai pas. » Une nouvelle fois le regard de Raoul, ce regard tendre mais chargé de reproches, la fit tressaillir. « Ce n'est pas à l'argent que je pense en ce moment, Simone, mais il faut tout de même vous rendre compte que la somme que cette femme vous a offerte pour cette dernière séance est énorme, absolument énorme. » Elle l'interrompit avec un air de défi. « Il y a tellement de choses qui comptent plus que l'argent. » « Bien sûr, acquiesça-t-il chaleureusement. C'est exactement ce que je dis. Réfléchissez. Cette femme est une mère ayant perdu son enfant unique. Si vous n'êtes vraiment pas malade, il ne s'agit que d'une lubie de votre part. Vous pouvez refuser un caprice à une femme riche, mais vous n'avez pas le droit de refuser à une mère la consolation de revoir son enfant une dernière fois. » Simone tendit les mains vers lui, en geste de désespoir. « Oh, vous me torturez, gémit-elle, et cependant vous avez raison. Je ferai ce que vous désirez, mais à présent, je sais de quoi j'ai peur. C'est du mot mère. » « Simone, il existe certaines forces primitives élémentaires, Raoul. La plupart d'entre elles ont été détruites par les civilisations, et la maternité en est toujours restée au même point. Les animaux ou les êtres humains sont tous les mêmes. Il n'existe aucun sentiment au monde comparable à l'amour d'une mère pour son enfant. L'amour maternel ne connaît pas de loi, pas de pitié. Il ose tout et écrase, sans le moindre remords, tout ce qui se met au travers de sa route. » Elle s'interrompit, haletante, puis se tourna vers lui avec un sourire rapide, désarmant. « Je suis ridicule aujourd'hui, Raoul, je le sais. Allez vous étendre pendant quelques minutes, lui conseilla-t-il. Reposez-vous jusqu'à l'arrivée de Madame X. » « Entendu. » Elle lui sourit de nouveau et quitta la pièce. Pendant quelques instants, Raoul resta perdu dans ses réflexions. Puis il se dirigea vers le petit vestibule. Il entra dans une pièce, de l'autre côté, un salon très semblable à celui qu'il venait de quitter. Sauf que, dans un des murs, on avait aménagé une alcôve, dans laquelle se trouvait un grand fauteuil. De lourds rideaux noirs permettaient de la masquer. Élise était en train de préparer la pièce pour la séance, tout à côté de l'alcôve. Elle avait disposé 2 fauteuils et un petit guéridon, sur lequel il y avait un tambourin, une corne, des crayons et du papier. « Pour la dernière fois, dit Élise avec une satisfaction farouche. Ah, monsieur, ce que j'aimerais que tout ceci soit terminé. » Le timbre strident d'une sonnette électrique retentit. « La voilà, ce grand gendarme de femme, » poursuivit la vieille servante. « Pourquoi ne va-t-elle pas, comme toute bonne chrétienne, prier pour l'âme de sa petite dans une église et mettre un cierge à la Sainte Vierge? Croit-elle donc que le bon Dieu ne sait pas ce qui est le mieux pour nous? Allez lui ouvrir la porte, Élise, dit Raoul péremptoire. Elle lui jeta un regard furieux, mais obéit. Quelques secondes plus tard, elle revint et s'effaça pour faire entrer la visiteuse. « Je vais prévenir ma maîtresse que vous êtes arrivée, madame. » Raoul s'avança pour serrer la main de Madame X. Les paroles de Simone lui revinrent à l'esprit, si imposantes et si noires. C'était, en effet, une grande femme, et les lourds voiles de deuil qui l'enveloppaient paraissaient presque exagérés sur elle. Sa voix était très profonde. « Je crois être un peu en retard, monsieur. »« Oh, de quelques minutes à peine, madame, » dit Raoul avec un sourire. « Madame est en train de se reposer. Je regrette, mais elle est loin de se sentir bien aujourd'hui. Elle est extrêmement nerveuse et surexcitée. »
La main de la femme se referma brusquement, comme un étau sur celle de Raoul. « Mais elle entrera en transe ?» demanda-t-elle anxieusement. « Certainement, madame. » Madame X poussa un sourire de soulagement et s'enfonça dans un fauteuil en dégageant un de ses lourds voiles noirs qui flottaient autour d'elle. « Ah, monsieur, murmura-t-elle, vous ne sauriez imaginer, vous ne sauriez concevoir l'émerveillement et la grande joie que me procurent ces séances. Ma petite, mon Amélie, la voir, l'entendre, même peut-être oui, peut-être même pouvoir étendre la main pour la toucher. » Madame X, intervint Raoul, comment pourrais-je vous expliquer? Il ne faut en aucun cas que vous fassiez quoi que ce soit, sauf ce que je vous dirai expressément de faire. Autrement, il y aurait du danger, des plus graves. Un danger pour moi? Non, madame, dit Raoul, le danger est pour le médium. Il vous faut comprendre que les phénomènes qui se produisent sont expliqués d'une façon par la science. Je vais vous en parler très simplement en n'employant aucun terme technique. Un esprit, pour se manifester, doit se servir de la substance physique du médium lui-même. Vous avez vu la vapeur du fluide s'échapper des lèvres du médium. Celle-ci se condense et prend sa forme physique du corps même du médium. Nous espérons pouvoir le prouver un jour par des pesées et des expériences précises. Mais la grande difficulté est le danger que court le médium et les douleurs qu'il ressent au moindre attouchement de l'ectoplasme. Madame X l'avait écouté avec une attention soutenue. « Mais tout ceci est extrêmement intéressant, monsieur. Dites-moi, n'arrivera-t-il pas une époque où la matérialisation aura fait de tels progrès qu'elle sera en mesure de se détacher de son parent, le médium? C'est là une hypothèse des plus fantastiques, madame. » Elle persista. « Mais étant donné les faits, ne serait-ce pas possible? Absolument impossible actuellement. Mais peut-être à l'avenir. » À son grand soulagement, il n'eut pas à donner de réponse à cette question, car à cet instant Simone entra dans le salon. Elle paraissait abattue, elle était très pâle, mais avait visiblement repris tout son contrôle sur elle-même. Elle avança vers madame X et lui serra la main. Mais Raoul observa le léger frémissement qui la parcourut au contact de celle-ci. « Madame, j'ai été navré en apprenant votre indisposition, dit madame X. »« Oh, ce n'est rien, répondit Simone plutôt sèchement. Vous voulez que nous commencions? » Elle entra dans l'alcôve et s'assit dans le fauteuil. Brusquement, Raoul, à son tour, se sentit envahi par une vague de peur. « Vous n'êtes pas suffisamment bien, Simone, s'exclama-t-il. Nous ferions mieux de remettre cette séance à un autre jour. Je suis certain que madame X le comprendra très bien. »« Monsieur !» indignée, madame X s'était levée. « Si, je pense qu'il vaut mieux que cette séance n'ait pas lieu. J'en suis sûre. Madame Simone m'a promis une dernière séance aujourd'hui. »« C'est exact, confirma Simone doucement, et je suis prête à tenir ma promesse. »« Je l'espère bien, madame. »« Je tiens toujours parole, madame, dit Simone d'un ton glacé. N'ayez crainte, Raoul, ajouta-t-elle avec douceur. Après tout, c'est la dernière fois. Dieu merci, la dernière fois. Sur un signe d'elle, Raoul tira les lourds rideaux noirs sur l'alcôve. Il descendit également les stores des fenêtres, de sorte que la pièce se trouva plongée dans la pénombre. Il indiqua un des fauteuils à madame X, et se préparait à prendre l'autre, mais elle parut hésiter. « J'espère que vous voudrez bien m'excuser, monsieur, mais comprenez-moi, je suis absolument persuadé de votre intégrité, ainsi que de celle de madame Simone. Néanmoins, afin que le témoignage ait plus de valeur, j'ai pris la liberté de me munir de ceci. » Et elle sortit de son sac à main une pelote de fine cordelette. « Madame, s'écria Raoul, ceci est une insulte. »« Une précaution, monsieur. »« Je répète, c'est une insulte. »« Je ne comprends pas vos objections, monsieur, dit madame X froidement. Il n'y a pas de trucage. Vous n'avez rien à craindre. » Raoul eut un rire dédaigneux. « Je puis vous assurer que je n'ai rien à craindre, madame. Je vous donne l'autorisation de me ficeler comme un saucisson, si ça peut vous faire plaisir. » Ces paroles ne produisirent pas sur madame X l'effet qu'il escomptait, car, impassible, elle murmura. « Je vous remercie, monsieur. » Elle s'approcha de lui, sa pelote de cordelette à la main. Subitement, de derrière le rideau, Simone s'écria. « Non, non, Raoul, ne lui permettez pas de faire ça. » Madame X eut un rire moqueur. « Madame a peur, observa-t-elle. « Oui, j'ai peur. »« Faites attention à ce que vous dites, Simone, s'écria Raoul. Il me semble que madame X a l'impression que nous sommes des charlatans. »« Il me faut une certitude, dit madame X, l'air décidé. » Méthodiquement, elle se mit à la besogne et attacha Raoul fermement au fauteuil.
Permettez-moi de vous faire mes compliments sur votre façon de faire les nœuds, madame, remarqua-t-il ironiquement lorsqu'elle eut terminé. Êtes-vous satisfaite à présent? Madame X ne répondit pas. Elle fit le tour de la pièce, scrutant soigneusement le lambrissage des murs. Puis elle ferma à clé la porte donnant sur le vestibule et, enlevant la clé de la serrure, revint reprendre place dans son fauteuil. « Maintenant je suis prête, dit-elle. Les minutes passèrent. À travers les rideaux tirés parvenait le bruit de la respiration de Simone, qui devenait de plus en plus lourde et rauque. Puis le bruit cessa totalement pour faire place à une série de gémissements. Ensuite, pendant quelques instants, il y eut un nouveau silence, brusquement rompu. Le tambourin résonna, la corne fut soulevée de la table et précipitée à terre. On entendit un rire sardonique. Les rideaux de l'alcôve parurent s'écarter légèrement. Le visage du médium assis, la tête tombée en avant sur la poitrine, était juste visible à travers la fente. Madame X prit une brusque aspiration. Un ruban de vapeur de fluide s'échappait de la bouche du médium. Cette traînée se condensa et progressivement se façonna, formant la silhouette d'un enfant. « Amélie, ma petite Amélie. » Le murmure rauque venait de Madame X. La silhouette indistincte se précisa. Raoul la fixait presque avec incrédulité. Jamais il n'y avait eu de matérialisation plus réussie. Sûrement c'était maintenant une véritable enfant. Un enfant en chair et en os, debout là-bas. « Maman ?» C'était la voix douce, enfantine de l'enfant. « Mon enfant !» s'écria Madame X. « Mon enfant !» Elle se souleva à demi de son fauteuil. Elle hésita. La matérialisation sortit de derrière les rideaux. C'était bien un enfant. Il se tenait là, les bras tendus. « Maman !»« Ah !» s'écria Madame X. Elle se mit debout. « Madame !» protesta Raoul, alarmé. « Songez au médium. Il faut absolument que je touche ma petite. » s'exclama Madame X d'une voix étranglée. Elle fit un pas en avant. « Pour l'amour du ciel, madame, maîtrisez-vous » cria Raoul. Maintenant, il était vraiment épouvanté. « Asseyez-vous, rasseyez-vous immédiatement. »« Ma petite, il faut que je la touche. »« Madame, je vous ordonne de vous rasseoir. » Il se débattait désespérément dans ses liens, mais Madame X avait fait du bon travail. Il était impuissant. « Au nom du ciel, madame, rasseyez-vous, hurla-t-il. Ayez pitié du médium. » Madame X ne l'entendait pas. Elle paraissait transfigurée. L'extase et le ravissement s'exprimaient nettement sur son visage. Sa main tendue toucha la petite silhouette qui se tenait debout devant elle. Dans l'entrebâillement des rideaux, le médium gémit affreusement. « Mon Dieu !» s'écria Raoul. « Mon Dieu, c'est épouvantable. Le médium !» Madame X se tourna vers lui avec un rire strident. « Que m'importe votre médium ?» ricana-t-elle. « Je veux mon enfant. »« Vous êtes folle. »« Je veux mon enfant, vous dis-je. Il est à moi. Il est à moi, c'est la chair de ma chair. Ma petite, qui me revient des morts, elle vit, elle respire. » Raoul ouvrit la bouche, mais fut incapable d'articuler un mot. Cette femme était monstrueuse. Sans remords, absorbé par sa propre passion, les lèvres de l'enfant s'entr'ouvrirent, et pour la troisième fois, le même mot résonna. « Maman, viens ma chérie » s'écria Madame X. D'un geste violent, elle saisit l'enfant dans ses bras. Derrière le rideau s'éleva un long cri d'angoisse. « Simone !» appela Raoul. « Simone !» Vaguement, il se rendit compte que Madame X passait devant lui, que la clé tournait dans la serrure, que des pas descendaient l'escalier. Et toujours ce terrible cri, strident, prolongé, un cri comme Raoul n'avait encore jamais entendu, qui se résorba enfin en un horrible gargouillement, suivi du bruit mat de la chute d'un corps. Raoul se démenait encore comme un possédé pour se débarrasser de ses liens. Dans sa frénésie, il réussit l'impossible. D'un effort surhumain, il rompit les cordelettes, tandis qu'il se redressait en haletant. Élise se précipita dans la pièce en criant « Madame !»« Simone !» hurla Raoul. Ensemble, ils se précipitèrent vers le rideau et le tirèrent. Raoul recula en chancelant. « Mon Dieu !» dit-il, dans un souffle. « Rouge, toute rouge. » Dans son dos retentit la voix d'Élise, cassée, tremblante. « Ainsi, madame est morte, c'est fini. Mais dites-moi, monsieur, que s'est-il passé? Pourquoi madame est-elle toute rétrécie? Pourquoi est-elle la moitié de sa taille normale? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? »
Je ne sais pas, dit Raoul. Puis sa voix s'amplifia en un hurlement. Je n'en sais rien, mais je crois que je suis devenu fou. Simone! Simone! Fin. L'histoire s'intitule Témoin à charge. Monsieur Mayhearn ajusta son pince-nez et s'éclaircit la voix avec la petite toux sèche, qui lui était coutumière. Puis, il dévisagea de nouveau l'homme qui lui faisait face et qui était accusé de meurtre avec préméditation. Monsieur Mayhearn, homme de petite taille, avait des manières assurées, était élégamment vêtu, et son regard perçant dénotait une intelligence vive. Il avait la réputation d'être un avocat remarquable. Il parla à son client d'une voix calme, empreinte de sympathie. « Je dois vous répéter que vous courez un grave danger et qu'il vous faut être absolument franc. » Léonard Vol, qui fixait le mur d'un air affolé, tourna les yeux vers son interlocuteur et répondit avec lassitude. « Je le sais bien, car vous me le répétez sans cesse. Mais je ne réalise pas encore que je suis accusé d'assassinat, et d'assassinat dans des conditions si affreuses. » Mayhearn était peu émotif. Il toussota encore, ôta son lorgnon, l'essuya avec soin, le replaça sur son nez et répondit. « Oui, oui, cher monsieur, nous allons faire un gros effort pour vous libérer et nous réussirons. Toutefois, il faut que je sois au courant des moindres détails afin de connaître l'étendue de l'accusation qui pèse sur vous, après quoi nous déciderons de la meilleure façon de vous défendre. » Le jeune homme continuait à le regarder du même air incompréhensif. Jusqu'alors, Mayhearn avait jugé l'affaire très grave et cru à la culpabilité du prisonnier. Pour la première fois, il éprouvait un doute. « Vous me croyez coupable, reprit Vol, d'un ton sourd. Mais je jure devant Dieu que je ne le suis pas. Quoique les apparences me désignent, je suis dans un filet dont je ne puis me débarrasser. Mais je suis innocent, maître, innocent. » Un jour, dans Oxford Street, je vis une dame âgée qui traversait la rue et qui portait de nombreux paquets. Arrivée au milieu de la rue, elle les laissa tomber et essaya de les ramasser. Elle s'aperçut qu'un autobus arrivait sur elle, parvint tout juste à gagner le trottoir et il y resta terrifié, car les passants l'interpellaient violemment. J'ai ramassé les paquets, les ai essuyés de mon mieux, renoué la ficelle de l'un d'eux et les lui ai remis. Vous lui avez sauvé la vie? Certes non. J'avais simplement fait un geste courtois. La vieille dame se montra fort reconnaissante, me remercia vivement et fit allusion à ma courtoisie supérieure à celle des jeunes générations. Je ne me souviens pas de la phrase exacte. Je soulevai mon chapeau et m'éloignai, convaincu de ne la revoir jamais. Mais la vie est pleine de coïncidences. Ce soir même, je la retrouvai, cette personne, à une soirée, chez des amis. Elle me reconnut et demanda que je lui sois présenté. J'appris qu'elle se nommait Emily French et habitait Cricklewood. Nous causâmes un instant, je suppose qu'elle devait éprouver des sympathies subites, car je lui plut à cause d'un geste poli que n'importe qui aurait pu faire. Quand elle partit, elle me serra fortement la main et m'invita à venir la voir. Je répondis que j'en serais ravi, et elle me demanda de fixer un jour. Je n'y tenais pas particulièrement, mais refuser eût été grossier, de sorte que je fixai le samedi suivant. Après son départ, j'ai appris par un ami qu'elle était riche, assez originale, vivait seule avec une domestique et avait 8 chats. Je comprends, dit Mayhearn. Vous avez su tout de suite qu'elle était dans une situation aisée. Si vous imaginez que je m'en suis préoccupé, s'écria Vol vivement. Mais l'avocat le fit taire d'un geste et déclara. Il faut que j'examine l'affaire telle qu'elle sera présentée par la partie adverse. Un observateur impartial n'aurait pas supposé que Miss French fût riche. Elle vivait simplement, presque pauvrement. Si l'on ne vous avait pas dit le contraire, vous l'eussiez probablement jugée peu fortunée, au début du mois. Qui vous a appris le contraire? Mon ami George Harvey, chez lequel avait lieu la soirée. Se souviendra-t-il vous en avoir parlé? Je sais pas, il s'est écoulé pas mal de temps. En effet, vous comprenez, le premier soin de ceux qui vous accusent consistera à prouver que vous étiez très désargenté. C'est qui est vrai, je crois. Léonard Vol rougit. Oui, répondit-il très bas. Je traversais une période de guine. En effet, acquiesça Mayhearn. Étant donc gêné, vous avez fait la connaissance de cette vieille dame riche et avez cultivé assidûment cette relation. Si nous pouvions déclarer que vous ignoriez qu'elle était fortunée et que vous y alliez par pure bonté, ce qui était absolument vrai. C'est possible, je n'en disconviens pas, j'examine la question,
Du point de vue extérieur, tout dépendra de la déclaration de M. Harvey. Se souviendra-t-il de votre conversation? Pourra-t-il être troublé par l'avocat de la partie adverse, au point de croire que cet entretien fut situé plus tard? Vol réfléchit un instant, puis répondit d'un ton ferme, mais en pâlissant. Je ne crois pas, maître Mayhew, que cette manœuvre réussirait. Plusieurs personnes ont entendu ce que disait Harvey et m'ont plaisanté au sujet de ma riche conquête. L'avocat essayait de cacher sa déception en faisant un geste de la main et répondit. Dommage, mais je vous félicite de votre franchise, et c'est vous qui me guiderez désormais. Vous voyez juste, et le système que j'envisageais serait désastreux. Laissons seul. Vous avez donc fait la connaissance de Miss French. Vous lui avez rendu visite et vous avez continué. Il nous faut savoir pourquoi un homme de votre âge, 35 ans, beau garçon sportif, aimé de vos amis, a consacré une partie notable de son temps à une femme âgée, dont les goûts devaient être fort éloignés des vôtres. Vol tendit les mains en un geste nerveux. Je ne puis l'expliquer vraiment. À la fin de ma première visite, elle m'a supplié de revenir. Elle m'a dit qu'elle était isolée et malheureuse. Il m'était difficile de refuser, d'autant plus qu'elle me témoignait une si grande sympathie que j'en étais touché. Voyez-vous, maître, je suis faible de nature, je ne sais pas dire non. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais après lui avoir fait 3 ou 4 visites, je me suis sincèrement attaché à cette vieille femme. Ma mère mourut alors que j'étais très jeune. Une de mes tantes m'a élevée jusqu'à ce que j'aie 15 ans. Puis elle est morte aussi. Si je vous avoue que j'étais heureux d'être choyé et gâté, vous en rirez sans doute. L'avocat ne riait pas. Il ôta de nouveau son lorgnon, le frotta, ce qui prouvait qu'il était songeur. « J'accepte votre explication, dit-il enfin, car j'estime qu'elle est vraisemblable du point de vue psychologique. L'opinion du jury pourrait être différente. Je vous en prie, continuez votre récit. À quel moment Miss French vous a-t-elle pour la première fois demandé de vous occuper de ses intérêts? Après ma 3e ou 4e visite, elle n'entendait pas grand-chose aux questions pécuniaires et s'inquiétait au sujet d'un placement. M. Mayhew leva vivement la tête. « Attention, dit-il. La femme de chambre Janet Mackenzie affirme que sa maîtresse était une excellente femme d'affaires. S'occuper de tous ses placements, opinion corroborée par les déclarations de ses banquiers. »« Je n'y puis rien, protesta Vol, c'est Miss French qui a dit le contraire. » L'avocat le dévisagea pendant un instant sans répondre. Bien qu'il n'eût pas l'intention de le dire, sa conviction en l'innocence de son client s'affirmait, car il connaissait la mentalité des femmes âgées et pouvait aisément croire que Miss French, subjuguée par ce beau garçon, avait cherché un prétexte pour l'attirer chez elle. Or, aucun n'était meilleur qu'une incompétence au sujet de transactions bancaires, car elle n'ignorait pas que tout homme est flatté d'être jugé infaillible. Peut-être même avait-elle souhaité faire comprendre à Vol qu'elle était riche. Toutes ces réflexions se présentèrent rapidement à l'esprit de l'avocat. Mais il n'en laissa rien paraître et demanda. « Alors, sur sa demande, vous vous êtes occupé de ses affaires d'intérêt? »« Oui. »« Je vais vous poser une question importante et il est nécessaire que vous répondiez franchement. Vous étiez financièrement gêné et vous aviez la haute main sur la fortune d'une vieille dame qui, de son propre aveu, n'y entendait pas grand-chose. En avez-vous jamais profité pour détourner à votre bénéfice les valeurs qui vous étaient confiées? Attendez un instant avant de répondre, car 2 lignes de conduite s'offrent à nous. D'une part, nous pouvons faire état de votre probité pendant que vous vous occupiez des affaires de Miss French, en insistant sur le fait que vous n'aviez pas besoin de commettre un crime pour obtenir des sommes que vous pouviez vous procurer beaucoup plus facilement. Si d'autre part, dans votre manière d'agir, il y a des détails dont l'accusation pourra faire état, autrement dit, si l'on peut prouver que vous avez fait chanter cette vieille dame, nous dirons que vous n'aviez aucun motif pour la tuer puisque vous en retiriez d'elle un revenu appréciable. Vous voyez la différence. Je vous adjure donc de réfléchir avant de répondre. Mais Léonard Vol n'en fit rien et dit aussitôt. La manière dont je me suis occupé des affaires de Miss French est parfaitement honnête. J'ai pris soin de ses intérêts du mieux que j'ai pu, ainsi que n'importe qui peut s'en apercevoir aisément. Merci, répondit Meyer. Vous me soulagez beaucoup car, je vous crois, trop intelligent pour mentir dans un cas aussi important. Sûrement, affirma Vol. Ce qui plaide en plus en ma faveur, c'est l'absence de motif. Si l'on croit que j'ai été aux petits soins pour une vieille dame riche dans l'espoir de lui soutirer de l'argent, et c'est bien le sens de vos paroles, sa mort doit me décevoir complètement. L'homme de loi le dévisagea, puis il remit à jouer avec son lorgnon, et ne reprit la parole que lorsqu'il l'eut remis sur son nez. Ne savez-vous donc pas que Miss French a laissé un testament qui fait de vous son principal légataire? Comment?
Vol se dressa d'un bond, et son désarroi fut évident. Mon Dieu, que dites-vous? Elle m'a laissé de l'argent? Mayhearn acquiesça, et Vol retomba sur son siège en mettant la tête dans ses mains. Vous prétendez ne rien savoir à cet égard? Prétendre? Je ne savais rien, absolument rien. Que diriez-vous si je vous déclarais que la femme de chambre, Janet Mackenzie, affirme que vous étiez au courant, car sa maîtresse lui avait déclaré vous avoir consulté à cet égard, et vous avoir fait part de ses intentions. Elle ment. Non, j'exagère, Janet est une femme âgée qui veillait de près sur sa maîtresse et qui ne m'aimait pas. Elle était jalouse et soupçonneuse. Il est possible que Miss French lui ait confié ses intentions et que la servante ait mal compris ou, encore, ait cru que j'avais fait pression sur elle. Elle doit actuellement se figurer que Miss French le lui avait dit. Vous ne supposez pas qu'elle vous détestait au point de mentir volontairement? Léonard Vol parut effaré et consterné. Sûrement pas. Dans quel but? Je l'ignore, dit l'avocat d'un air pensif. Mais elle est très dure à votre sujet. Le malheureux garçon gémit et murmura. Je commence à comprendre. C'est affreux. On dira que j'ai poussé Miss French à faire un testament en ma faveur, puis je suis allé chez elle ce soir-là, où il n'y avait personne, et qu'on l'avait trouvée morte le lendemain. C'est affreux. Vous vous trompez en disant qu'il n'y eut personne. Janet devait sortir en effet ce soir-là, mais à 21h30, elle est revenue pour chercher un patron qu'elle avait promis à une amie. Elle est entrée par la porte de service et est montée dans sa chambre. Puis elle est repartie. Elle a entendu des voix dans le salon. Elle a cru, sans les reconnaître, que l'une était celle de Miss French et l'autre celle d'un homme. À 21h30, dit Vol. Il se dressa d'un bond. Alors je suis sauvé, sauvé. Que voulez-vous dire? À cette heure-là, j'étais de retour chez moi, et ma femme pourra vous le confirmer. J'ai quitté Miss French à 20h55. Ma femme était à la maison et m'attendait. Oh, Dieu soit loué, soit béni le patron que cherchait Janet Mackenzie. Dans sa joie, Vol n'avait pas remarqué que l'expression sévère du visage de son avocat ne s'était pas modifiée. Mais quand Mayhearn répondit, toute joie l'abandonna. À votre avis, qui a tué Miss French? Un cambrioleur, ainsi que nous l'avons pensé tous, tout d'abord. Souvenez-vous qu'une fenêtre a été forcée. La victime a été assommée à l'aide d'un lourd levier, que l'on a retrouvé près du corps. Plusieurs objets manquaient. Sans les absurdes soupçons de Janet et son antipathie pour moi, la police n'aurait jamais perdu la bonne piste. Cela ne suffit pas, répondit l'homme de loi. Ce qui manque n'avait aucune valeur, et n'a été dérobé que pour donner le change. Les empreintes laissées sur les fenêtres ne sont pas du tout probantes. Réfléchissez. Vous dites ne plus vous être trouvé dans la maison à 21h30. Qui donc était l'homme que Janet a entendu parler à Miss French dans le petit salon? Elle n'eut certainement pas à causer amicalement avec un cambrioleur. Non, répondit Vol. Il semblait surpris, découragé. Cependant, ajouta-t-il avec plus de force, cela m'exonère, j'avais un alibi. Il faut que vous voyiez tout de suite Romaine, ma femme. Certes, reconnut Mayhearn. Ce serait déjà fait si elle n'avait pas été absente lors de votre arrestation. J'ai téléphoné à Scotland Yard, il paraît qu'elle rentre ce soir. J'irai la voir dès que je quitterai mon cabinet. Une expression de soulagement éclaira le visage de Vol, qui répondit. Oui, Romaine vous renseignera. Grand Dieu, j'ai de la chance. Excusez ma question. Êtes-vous très épris de votre femme? Je crois bien. Et elle vous aime beaucoup? Elle m'est très dévouée et ferait n'importe quoi pour moi. Il s'exprimait avec force, mais son avocat était moins enthousiasmé. Est-ce que le témoignage d'une épouse dévouée serait écouté? Il demanda. En rentrant chez vous, avez-vous rencontré quelqu'un dans la rue? Personne que je connaisse, et d'ailleurs, j'ai fait une partie du trajet en autobus. Le conducteur se souviendra peut-être. Maître Mayhearn secoua la tête d'un air dubitatif. Donc, dit-il, personne ne peut confirmer le témoignage de votre femme. Non. Mais ce n'est pas nécessaire, il me semble. Je l'espère, répondit l'avocat. Encore un mot. Miss French savait-elle que vous étiez marié? Oh oui. Pourtant, vous ne lui avez jamais présenté votre femme. Pourquoi? Pour la première fois, Vol hésita à répondre. Je ne sais pas trop. Vous rendez-vous compte que Janet Mackenzie déclare que sa maîtresse vous croyait célibataire et espérait vous épouser par la suite? Vol se mit à rire. C'est absurde, il y avait 40 ans de différence entre nous. Cela arrive, répondit le juriste d'un ton sec. Votre femme n'a donc jamais vu Miss French? Non. La voix était à nouveau contrainte. Vous me permettez de vous dire que je comprends mal votre attitude à cet égard. Vol rougit, hésita, puis dit enfin.
Je vais vous parler franchement. Ainsi que vous le savez, j'étais à court d'argent. J'espérais que Miss French pourrait m'en prêter un peu. Elle avait de l'affection pour moi, mais elle ne s'intéressait pas aux difficultés d'un jeune ménage. J'avais découvert qu'elle supposait que le mien n'était pas heureux et que nous vivions séparés. Or, j'avais besoin d'une certaine somme pour Romaine. Je n'ai rien dit à la vieille dame, à qui j'ai laissé croire ce qu'elle voulait. Elle disait que j'étais son fils adoptif, et il n'a jamais été question de mariage. Ce doit être une imagination de Janet. Est-ce tout? Oui, absolument tout. Vol avait-il hésité en prononçant ces mots? L'avocat se le demandait. Il se leva et tendit la main en disant « Au revoir, monsieur ». Puis en regardant le visage hagard du jeune homme, il ajouta, poussé par une impulsion « Je crois à votre innocence, en dépit de tous les faits qui semblent vous accuser. J'espère l'approuver et vous soutiendrai fortement. » Vol lui sourit et dit « Vous constaterez que mon alibi est solide. » Il ne parut pas s'apercevoir que l'avocat ne répondait pas. Ce dernier reprit. Tout dépend du témoignage de Janet Mackenzie. Ce qui est clair, c'est qu'elle vous déteste. Je ne vois pas la raison de sa haine. Maintenant, voyons Madame Vol, pensa Mayhearn en sortant. Il était très ennuyé de la tournure que prenait l'affaire. Le ménage Vol habitait une vilaine petite maison proche de la pelouse de Paddington. Mayhearn s'y rendit. En réponse à son coup de sonnette, une grosse femme mal vêtue vint ouvrir. Madame Vol est-elle de retour? Oui, depuis une demi-heure, mais je ne sais pas si vous pouvez la voir. Si vous voulez lui donner ma carte, je suis certain qu'elle me recevra. La femme lui jeta un regard dubitatif, s'essuya les mains sur son tablier et prit la carte. Puis elle ferma la porte au nez du visiteur. Toutefois, son attitude s'était quelque peu modifiée quand elle reparut en disant « Veuillez entrer ». Elle l'introduisit dans un minuscule salon et Mayhearn, qui regardait un dessin accroché au mur, sursauta en apercevant une grande femme pâle qui était entrée si doucement qu'il ne l'avait pas entendue. « Maître Mayhearn, vous êtes l'avocat de mon mari, n'est-ce pas? C'est lui qui vous envoie, veuillez vous asseoir. » Avant qu'elle ait parlé, il ne s'était pas rendu compte qu'elle n'était pas anglaise. En la dévisageant, il remarqua ses pommettes saillantes et la teinte foncée de ses cheveux. C'était une étrange femme, très calme, d'un calme presque inquiétant. Dès le début, Mayhearn eut l'impression de se trouver en face d'un cas mystérieux auquel il ne comprenait rien. « Chère madame, commença-t-il, il ne faut pas vous laisser abattre. » Puis il s'arrêta court. Il paraissait tellement évident qu'elle n'avait pas la moindre intention de perdre courage et restait maîtresse de ses nerfs. « Voulez-vous me mettre au courant? » dit-elle. « Il me faut tout savoir. Ne cherchez pas à me ménager, car je veux connaître le pire. » Elle hésita, puis répéta d'une voix plus sourde, avec une énergie qui déconcerta l'homme de loi. « Je veux savoir le pire. » Mayhearn lui raconta son entrevue avec Léonard Vol. Elle l'écouta attentivement en hochant la tête de temps à autre. « Je comprends, dit-elle enfin. Il veut que j'affirme que ce soir-là, il est rentré à 9h20. C'est bien exact, interrogea vivement l'avocat. Là n'est pas la question, répliqua-t-elle froidement. Si je le dis, sera-t-il acquitté? Me croira-t-on? Le juriste fut déconcerté, qu'elle sût si vite toucher le point important. Elle reprit. Je désire voir si cela suffira. Une autre personne soutiendra-t-elle ma déclaration? Elle parlait d'un ton si vibrant que Mayhearn eut une vague inquiétude. Il répondit comme à regret. Jusqu'à présent, il n'y a personne. Je vois, dit-elle. Puis elle ne fit pas un mouvement pendant 1 ou 2 minutes, tandis qu'un petit sourire se jouait sur ses lèvres. L'inquiétude de l'avocat allait croissant. Madame, murmura-t-il, je sais ce que vous éprouvez. Croyez-vous, répliqua-t-elle, je me le demande. Dans un cas pareil, dans un cas de ce genre, j'ai l'intention de me débrouiller seule. Mayhearn la regarda avec stupeur. Chère madame, vous êtes désemparée. Votre grande affection pour votre mari. Plaît-il? La sécheresse du ton fit sursauter l'avocat. Il répéta d'une voix hésitante. Votre grande affection pour votre mari? Romaine inclina doucement la tête et l'étrange sourire s'accentua. Vous a-t-il dit que je lui étais dévouée? Ah oui, je comprends qu'il l'ait dit. Que les hommes sont bêtes. Bêtes. Elle se leva brusquement, et toute émotion intense que le juriste avait devinée depuis un instant parut concentrée dans sa voix. Je le hais, déclara-t-elle. Je le hais et je désire le voir pendre et mourir. Mayhearn recula devant la fureur qui émanait de ses yeux étincelants. Elle s'avança d'un pas et reprit. Peut-être ce spectacle me sera-t-il offert. Si je vous disais que ce fameux soir, il n'est pas rentré à 9h20, mais à 10h30.
Il vous a dit qu'il ignorait qu'on lui avait légué de l'argent? S'il vous affirmait qu'il était au courant et qu'il l'a tué pour le toucher, il me l'a avoué ce soir-là, quand il est rentré. Il y avait du sang sur sa veste. Si je me levais à la barre des témoins pour lui crier tout haut, elle défiait son interlocuteur du regard. Au prix d'un gros effort, il dissimula sa stupeur croissante et tenta de parler avec calme. Vous ne pouvez témoigner contre votre mari. Ce n'est pas mon mari. Elle avait parlé si vite qu'il crut avoir mal entendu. Ce n'est pas mon mari. J'étais actrice à Vienne, mon mari est vivant, mais dans un asile d'aliénés, de sorte que je ne pouvais pas épouser Vol. J'en suis heureuse maintenant. Voulez-vous répondre à une question demanda Mayher, qui parvint à reprendre son aspect calme et froid habituel. Pourquoi êtes-vous si dur envers Vol? Elle sourit un peu, secoua la tête et répondit. Vous voudriez le savoir, mais je ne le dirai pas. Je garderai mon secret. L'avocat fit entendre sa petite toux sèche, se leva et répondit. Il n'y a aucune raison pour que nous prolongions cet entretien. Je communiquerai avec vous après avoir vu mon client. Romain s'approcha de lui et plongea le regard de ses beaux yeux noirs dans ceux de son adversaire. Dites-moi, quand vous êtes arrivé ici, vous supposiez sincèrement qu'il était innocent? Oui. Vous n'êtes qu'un pauvre petit bonhomme, répondit-elle en ricanant. Et je le crois encore. Bonsoir, madame. Il sortit en emportant l'image de la violence de cette créature et pensa « Cette affaire va être diabolique ». Il jugeait le cas infernal et considérait la femme comme très dangereuse. Que pouvait-il faire? Ce malheureux garçon n'avait pas la moindre chance de s'en tirer. Peut-être après tout, était-il coupable? Non, pensa Meyer, il y a trop de preuves contre lui. Je ne crois pas ce que dit cette femme. Elle fabriquait toute l'histoire, mais elle n'osera pas le répéter au tribunal. Toutefois, il eût souhaité en être plus sûr. Les débats furent brefs et dramatiques. Les principaux témoins de l'accusation furent Janet Mackenzie, domestique de la morte, et Romaine Hilger, de nationalité autrichienne, maîtresse de l'accusé. Maître Mayhern écouta le terrible récit que fit celle-ci et qui était semblable à ce qu'elle lui avait dit. Mayhern concentrait ses efforts sur un seul point. Convaincu que Vol disait la vérité et avait quitté la maison de la victime à 21h, quel était l'homme que Janet entendit parler à Miss French à la demi. Le seul espoir paraissait être un neveu de la vieille demoiselle, de réputation peu brillante, et qu'il avait autrefois souvent cajolé et menacé pour en obtenir de l'argent. Mayhern avait appris que Janet Mackenzie était fort attachée à ce garçon et n'avait jamais cessé de le recommander à Miss French. Il pouvait s'être rendu chez sa tante après le départ de Vol, car on ne l'avait pas vu aux endroits qu'il fréquentait d'ordinaire. D'autre part, les enquêtes de l'homme de loi furent négatives. Nul n'avait vu Léonard rentrer chez lui ou sortir de chez Miss French. Personne ne vit non plus un autre homme dans le voisinage. La veille du procès, maître Mayhern reçut une lettre qui devait entraîner ses pensées dans une nouvelle direction. Elle lui parvint au courrier de l'après-midi, mal écrite sur du papier tout ordinaire, enfermée dans une enveloppe sale où le timbre était collé de travers. Le juriste la relut 2 fois avant de comprendre le sens. « Cher monsieur, vous êtes le type avocat qui s'occupe du malheureux. Si vous voulez que cette sale fille peinte soit connue pour ce qu'elle est, ainsi que son tas de mensonges, venez au 16 de Shorance Stepney ce soir. Ça coûtera 2000 francs. Demandez Ma'am Moxon. » Le juriste lut et relut l'étrange épître. Ce pouvait évidemment être une attrape, mais en réfléchissant, il fut convaincu qu'elle était sincère et qu'il y avait là une dernière planche de salut pour le prisonnier. La déposition de Romaine et Hilger le perdait sûrement, et le système que comptait adopter la défense, à savoir que la déclaration d'une femme qui vivait d'une manière immorale ne pouvait être prise en considération, était assez faible. Mayhern estimait devoir essayer de sauver son client. Il lui fallait se rendre à Shorance. Il trouva difficilement la maison en question. C'était une ruine dans une impasse nauséabonde, mais il finit par l'atteindre. Ayant demandé Madame Moxon, on lui indiqua le 3e étage. Il monta, frappa, et ne recevant aucune réponse, frappa une seconde fois. Il entendit alors des pas traînants, une porte s'entr'ouvrit avec précaution, et une personne toute courbée jeta un regard dans le couloir. Puis tout à coup la femme fit entendre un rire grinçant, et écarta lentement et largement le battant. « C'est donc vous, mon petit. Vous êtes bien seul. Vous ne tendez pas de piège, hein? Très bien. Vous pouvez entrer. »
L'homme de loi pénétra en hésitant dans une pièce très sale, mal éclairée par un vieux bec de gaz. Il y avait un lit en désordre dans un coin, une table en bois blanc et 2 chaises branlantes. Brusquement, Mayhearn vit mieux la locataire de ce peu séduisant logement. D'âge moyen, un peu bossu, elle avait une masse de cheveux gris en désordre et une écharpe lui entourait la figure. Voyant qu'il la regardait, elle éclata du même rire brutal et dit « Vous vous demandez pourquoi je cache ma beauté, chérie? Avez-vous peur qu'elle vous séduise? Vous allez voir. » Elle dénoua l'écharpe et Mayhearn recula involontairement devant la tache rouge qui recouvrait un côté du visage. Elle la noua et dit « Vous n'avez pas envie de m'embrasser, petit? Ça ne m'étonne pas. Pourtant j'ai été une jolie fille il n'y a pas si longtemps que vous le croyez. C'est le vitriol qui a fait ça. Mais je me vengerai. » Elle se mit à blasphémer affreusement, puis finit par se taire en ouvrant et fermant les mains nerveusement. « Assez, » dit sévèrement Mayhearn. « Je suis venu parce que je suppose que vous pouvez me fournir un renseignement qui innocentera Léonard Vol, mon client. Est-ce vrai? » La mégère lui jeta un regard astucieux et grinça. « Et l'argent, petit? 2000 balles, je vous dis. Vous avez le devoir de témoigner et on peut vous y obliger. C'est pas vrai, je suis vieille et je sais rien. Mais si vous me donnez 2000 balles, peut-être que je pourrais vous donner une idée ou deux. » « Quel genre d'idée? Que diriez-vous d'une lettre? Une lettre d'elle. Vous occupez pas comme je l'ai trouvé. C'est mon affaire. Et vous sera utile. Mais je veux mes 2000 balles. » Mayhearn la regarda froidement et décida. « Je vous donnerai 1000 francs, pas plus. Et seulement si la lettre est bien telle que vous la prétendez. » « 1000 francs? » cria-t-elle furieuse. « 1500 francs, c'est mon dernier mot. » Il se leva comme pour partir, puis, tout en surveillant la vieille, il sortit son carnet de sa poche et compta 15 billets. « Vous voyez, c'est tout ce que j'ai, sur moi. C'est à prendre ou à laisser. » Il avait compris que la vue des billets serait souveraine. Elle blasphéma, grogna, mais finit par s'approcher du lit et retira quelque chose de sous le matelas. « Voilà, c'est la première que vous voulez. » La vieille jeta un paquet de lettres à Mayhearn, qui dénoua la ficelle et regarda les feuilles de son air calme. La mégère qui le surveillait ne put rien lire sur son visage. Il lut chaque lettre, puis reprit la première et la relut. Après quoi, il rattacha la liasse avec soin. Chacune des lettres parlait d'amour, et avait été écrite par Romain Heilger. Mais Léonard Vol n'était pas le destinataire. La première était datée du jour de son arrestation. « Je vous ai dit, vrai? C'est pas chéri, » dit la vieille en pleurnichant. « Ces papiers la feront condamner. » L'homme de loi mit le paquet dans sa poche et demanda. « Comment vous êtes-vous procuré cette correspondance? »« Je peux pas le dire, » ricana-t-elle. « Mais je sais encore autre chose. Au tribunal, j'ai entendu ce qui dit la traînée. Tâchez donc de savoir où elle était à 22h30, alors qu'elle prétendait être chez elle. Demandez au cinéma de la rue du Lion. On se souviendra de cette belle femme, qu'elle soit maudite. »« Quel est l'homme auquel elle écrivait » interrogea Mayhearn. « La lettre n'indique que son prénom. » La vieille se mit à parler d'une voix rauque et à serrer et desserrer les poings. Puis elle en porta un à sa figure et balbutia. « C'est lui qui m'a défiguré, il y a longtemps. Elle n'était alors qu'une enfant, mais elle me l'a pris, et quand j'ai voulu les punir, il m'a jeté le maudit poison à la figure. Et elle s'est mise à rire, la maudite. Il y a des années que je la guette, je la suis, que je l'épie. Mais maintenant je la tiens, elle sera punie. Dites, monsieur l'avocat, elle souffrira. »« On la condamnera sans doute à une peine de prison pour faux témoignage, » répondit Mayhearn. « Elle sera enfermée, c'est ça que je veux. Vous partez? Où est mon argent? Mon bon argent. » Mayhearn posa les billets sur la table, puis il se détourna et quitta la pièce nauséabonde. Il regarda avant de franchir le seuil et constata que la mégère caressait les billets. Sans perdre un instant, il trouva le cinéma de la rue du Lion et montra aux employés une photographie de Romain Heilger, qu'ils reconnurent aussitôt. Elle était arrivée, en compagnie d'un homme, après 22h, le fameux soir, et ils étaient demeurés jusqu'à la fin de la projection. Maître Mayhearn était satisfait. Romain Heilger avait fait une déclaration mensongère d'un bout à l'autre, poussé par la haine violente qu'elle portait à Vol. L'homme de loi se demandait s'il saurait jamais ce qui motivait cette haine. Qu'avait pu lui faire Léonard Vol? Il avait paru stupéfait quand l'avocat lui raconta son entrevue avec Romain et avait déclaré ne rien comprendre. Pourtant, Maître Mayhearn jugea ensuite son indignation quelque peu forcée. Après avoir consulté sa montre en quittant le cinéma,
L'avocat fit signe à un taxi en murmurant: « Il faut que je mette Sir Charles au courant immédiatement. » Le procès de Léonard Vole, accusé d'avoir assassiné Emily French, avait fait naître un vif intérêt. D'abord, le prisonnier était jeune et beau garçon, puis Romain Heilger, principal témoin de l'accusation, avait eu son portrait dans plusieurs journaux, de sorte que diverses versions circulaient quant à son origine et à son passé. L'audience débuta dans le calme. Plusieurs rapports techniques furent rendus publics. L'avocat de la défense parvint à relever les contradictions dans le récit de la bonne quant aux relations de Vole avec Miss French. Puis, il souligna que, tout en déclarant avoir entendu une voix d'homme dans le salon le soir du crime, rien ne prouvait que ce fût celle de l'accusé. Il parvint à démontrer qu'un sentiment de jalousie envers le prisonnier constituait le mobile auquel obéissait le témoin. Le témoin suivant fut appelé. « Vous vous appelez Romain Heilger ?»« Oui. »« Vous êtes autrichienne ?»« Oui. »« Depuis 3 ans, vous avez vécu avec le prisonnier, en vous faisant passer pour son épouse. » Pendant un court instant, les yeux de Romaine se croisèrent avec ceux du prisonnier et jetèrent une lueur étrange. Elle répondit. « Oui. » L'interrogatoire se poursuivit et peu à peu, les détails accusateurs se précisèrent. Le soir du crime, Vole était parti en emportant une barre de fer. Il était rentré à 10h20 et avait avoué qu'il venait de tuer la vieille dame. Ses manchettes étaient tachées de sang et il les avait brûlées dans le fourneau de la cuisine. Puis, il terrorisa Romaine par des menaces de mort pour obtenir son silence. À mesure que Romaine parlait, les sentiments des juges, d'abord plutôt favorables au prisonnier, lui devenaient entièrement hostiles. Lui s'affaissait la tête basse, comme un homme qui se sent perdu. On remarqua que l'avocat de Romaine lui-même cherchait à minimiser cette animosité de sa cliente, car il lui préférait la voir moins agressive. Le défenseur de Vole se dressa grave, menaçant. Il accusa la femme d'avoir menti tout au long de sa déposition. À l'heure du crime, elle n'était même pas chez elle. Elle était éprise d'un autre homme et essayait délibérément de faire condamner Vole en l'accusant d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Romaine nia avec une assurance tranquille. Vint ensuite l'étrange et spectaculaire dénouement, la lecture de la terrible lettre faite à haute voix, au milieu d'un silence impressionnant. « Mon Max bien-aimé, le destin nous a délivrés. Il a été arrêté pour meurtre. Oui, pour avoir assassiné une vieille dame. Lui, Léonard, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Le pauvre imbécile. Je dirais qu'il est rentré ce soir-là couvert de sang et qu'il m'a tout avoué. Je le ferai pendre, Max, et en mourant, il comprendra que c'est Romaine qui l'a tué. Et ensuite, chérie, nous connaîtrons enfin le bonheur. » Il y eut des experts prêts à jurer que l'écriture était celle de Romain Heilger. Mais ce ne fut pas nécessaire car lorsqu'on lui montra la lettre, elle s'effondra et avoua. Léonard Vole était bien rentré à 9h20, comme il l'avait dit, et elle avait inventé le reste pour le perdre. Cette fausse déposition porta un coup fatal à l'accusation. Sir Charles fit comparaître ses témoins. Vole lui-même fut interrogé et déposa avec un calme qui réduisit à néant toutes les questions des accusateurs. Ceux-ci tentèrent de se rattraper, mais sans succès. Le résumé du ministère public ne fut pas entièrement favorable à Vole, mais les jurés avaient réagi et ne tardèrent pas à déclarer. Nous estimons que l'inculpé n'est pas coupable. Il était libre. Le petit Mayherne se leva vivement pour aller féliciter son client et commença à frotter vivement son lorgnon. Puis il s'arrêta, car sa femme lui avait dit la veille que ce geste devenait chez lui un véritable tic. C'était curieux car il ne s'en rendait pas compte. Cette affaire était vraiment fort intéressante, et il pensa à Romain Heilger, dont la personnalité étrange avait retenu son attention. Dans sa maison de Paddington, elle lui avait donné l'impression d'être une femme énergique mais calme, tandis qu'au tribunal, elle étincela comme une fleur des tropiques. En fermant les yeux, Mayherne crut la voir pencher en avant son corps superbe, tandis qu'elle refermait et ouvrait sans cesse la main droite. Curieuse habitude probablement, mais n'avait-il pas vu récemment une autre femme avoir le même tic? L'avocat sursauta, car la mémoire lui revint brusquement. C'était la vieille mendiante de Shaw's Rents. Mayherne, dont la tête tournait, se figea sur place. C'était impossible, absolument impossible. Pourtant, Romain Heilger était actrice. Le juge s'approcha de lui par derrière et lui frappa l'épaule. « Avez-vous félicité votre client ?» Il s'en est tiré de justesse, venez le voir. Mais le petit défenseur recula, car il ne souhaitait plus qu'une chose, voir Romain Heilger face à face. Il n'en eut pas l'occasion tout de suite.
Mais dès que ce fut possible, et qu'il lui eut dit ce qu'il pensait, elle répondit. Donc vous avez deviné. Ce ne fut pas difficile pour moi, car la clarté du bec de gaz était trop faible pour que vous puissiez discerner mon maquillage. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai joué cette comédie? Il me fallait le sauver. Et le témoignage d'une femme dévouée n'eût pas suffi. Vous me l'aviez dit vous-même. Toutefois, je connais la psychologie des foules. Si mes paroles à l'audience semblaient m'être arrachées, elles me condamnaient, aux yeux de la loi, pour un premier faux témoignage. Mais le prisonnier bénéficierait aussitôt d'un préjugé favorable. Et le paquet de lettres, pourquoi autant? Si on n'en avait eu qu'une, la plus importante, elle eût paru fabriquée. Alors le dénommé Max n'a jamais existé, mon cher. Je persiste à croire, déclara Mayhearn d'un air vexé, que nous aurions pu faire acquitter vol par une procédure normale. Je n'ai pas osé le risquer. Vous le supposiez innocent. Je comprends, murmura Mayhearn. Vous, vous en étiez sûr. Vous n'y êtes pas, répliqua Romain. Moi, je savais qu'il était coupable. Fin. L'histoire s'intitule SOS. Ah, dit M. Dinsmead, avec satisfaction. Il recula d'un pas pour regarder la table ronde d'un air enchanté. La lueur du feu brillait sur la grosse nappe blanche, les couteaux, les fourchettes et les autres ustensiles. Est-ce que tout est prêt? Interrogea madame Dinsmead en hésitant. C'était une petite femme fanée, au visage blême, dont les cheveux rares étaient tirés en arrière, et qui paraissait toujours très nerveuse. Tout est prêt, répondit son mari, avec une férocité joviale. C'était un gros bonhomme, au visage rouge, aux épaules tombantes. Il avait de petits yeux porcins qui brillaient sous ses épais sourcils et une lourde mâchoire sans le moindre poil. De la limonade? Interrogea sa femme à voix basse. Il secoua la tête. Non, du thé, cela vaut beaucoup mieux. Regarde le temps. Il pleut et le vent souffle. Une bonne tasse de thé chaud est tout indiqué pour souper, par une soirée pareille. Il cligna de l'œil, continua à regarder le couvert et reprit. Un bon plat d'œufs, du bœuf roi, du pain et du fromage. Voilà ce que je te commande pour le souper. Va vite le préparer. Charlotte est dans la cuisine et attend de pouvoir t'aider. Madame Dean-Smith se leva, pelotonna la laine de son tricot avec soin et murmura. Elle devient très jolie. Ah, le véritable portrait de sa maman. Allons, sors et ne perdons plus de temps. Puis il se mit à marcher dans la pièce en chantonnant. Ensuite il s'approcha de la fenêtre, regarda au dehors et murmura. Affreux temps, il est peu probable que nous ayons des visites ce soir. Il sortit de la pièce et 10 minutes plus tard, sa femme entra en portant un plat d'œufs frits. Elle était suivie de ses 2 filles, qui apportaient le reste, des provisions. Madame Dean-Smith et son fils Johnny fermaient la marche. Le premier s'assit en haut de la table, balbutia une bénédicité et ajouta. Et que soit béni le premier qui inventa les conserves. Que ferions-nous? Je vous le demande. Habitant dans un pays isolé, si nous pouvions de temps en temps ouvrir une boîte de conserve quand le boucher oublie de nous servir. Il se mit en devoir de découper le bœuf en gelée. Je me demande, dit sa fille Madeleine, avec humeur, qui a bien pu avoir l'idée de construire cette maison si éloignée de tout? Nous ne voyons jamais personne. En effet, répondit son père. Jamais. Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez acheté, papa, dit Charlotte. Vraiment, ma petite? J'ai eu mes raisons. Oui, mes raisons. Tout en parlant, il regarda sa femme à la dérobée. Mais elle fronça les sourcils. Charlotte reprit. Sans compter qu'elle est hantée. Pour rien au monde, je ne voudrais dormir seule ici. Quelle bêtise, déclara son père. Tu n'as rien vu. Je n'ai rien vu, en effet, mais... Mais quoi? Charlotte ne répondit pas, mais elle frissonna. Une forte averse vint frapper les vitres, et madame Dinsmed laissa tomber une cuillère sur le plateau. Serais-tu nerveuse? Interrogea son mari. La nuit est mauvaise, voilà tout. Ne te tourmente pas. Nous sommes ici en sécurité près de notre feu. Il n'y a pas dehors une âme qui puisse nous déranger. Ce serait un miracle si quelqu'un venait. Or, les miracles ne se produisent pas. Non, ajouta-t-il avec une satisfaction étrange. Il n'y a pas de miracle.
Il achevait sa phrase lorsqu'on frappa soudain à la porte. D. Smith parut stupéfait et murmura: Qui est-ce? Madame D. Smith poussa un petit gémissement et serra plus fortement son châle autour de ses épaules. Madeleine rougit, se pencha en avant et dit: Le miracle s'est produit. Vous feriez mieux d'aller voir qui est là. 20 minutes plus tôt, Mortimer Cleveland était debout sous la pluie et regardait son auto. Il avait vraiment de la malchance. 2 pneus crevés en 10 minutes, et il était là, à des lieues de toute agglomération, au milieu de ces marais isolés, alors que la nuit venait et qu'il n'avait aucun espoir de s'abriter. Il avait eu bien tort de prendre un raccourci, au lieu de rester sur la grande route, car maintenant il était seul sur un vague chemin de charrette sans aucun espoir de faire avancer sa voiture, ne sachant absolument pas s'il y avait un village à proximité. Il regarda autour de lui avec perplexité, et il vit une vague lueur au-dessus de lui, sur la colline. Puis le brouillard l'enveloppa de nouveau, mais au bout d'un instant, Cleveland revit la lueur, et après avoir hésité, il abandonna sa voiture et gravit le coteau. Il fut bientôt sorti du brouillard et constata que la clarté venait d'une fenêtre, percée dans un petit cottage où il trouvait au moins un abri. Il accéléra son allure en baissant la tête pour lutter contre le vent et la pluie, qui semblaient vouloir le faire reculer. Cleveland était assez célèbre, bien que peu de gens connussent son nom et ses travaux. Pourtant, il faisait autorité en matière de sciences occultes, et il était l'auteur d'excellents mémoires qui traitaient de subconscient. Membre de la Société des recherches psychiques, il étudiait l'occultisme, d'une nature particulièrement sensible à l'atmosphère. Grâce à un entraînement constant, il avait accru ce don naturel. Quand il atteignit enfin le cottage et frappa à la porte, il fut pris d'une sensation d'excitation comme si ses facultés s'étaient brusquement intensifiées. À l'intérieur, le murmure des voix l'avait frappé, et lorsqu'il frappa, un silence tomba. Puis il entendit le bruit d'une chaise qu'on repoussait. La porte fut ouverte brusquement par un gamin d'une quinzaine d'années. Cleveland regarda par-dessus son épaule et se trouva devant un intérieur semblable au tableau de quelques peintres hollandais. Sur une table ronde, le couvert était mis, une famille assise autour, éclairée par une ou deux bougies et la lueur du feu. Le père, un gros bonhomme, assis d'un côté, et une petite femme aux cheveux gris et à l'air apeuré lui faisait face. Une jeune fille aux yeux effrayés tenait à la main une tasse qu'elle portait à ses lèvres. Cleveland s'aperçut tout de suite qu'elle était fort belle et présentait un type peu répandu. Ses cheveux d'or rouge entouraient son visage et ses yeux fort écartés étaient des plus beaux gris. Sa bouche et son menton la faisaient ressembler à une madone des primitifs italiens. Il y eut un instant de complet silence, puis Cleveland entra dans la pièce et exposa sa situation. Quand il acheva, un silence assez bizarre tomba. Puis, comme s'il hésitait, le père se leva en disant: Entrez, monsieur Cleveland. Avez-vous dit? Oui, oui, c'est mon nom, répondit Mortimer en souriant. Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors, n'est-ce pas? Venez vous mettre près du feu. Ne peux-tu pas fermer la porte, Johnny? Tu vas rester là toute la nuit? Cleveland s'avança et s'assit sur un tabouret de bois, près du feu. Le gamin repoussa le battant. Je me nomme Dean Smith, reprit le maître de la maison, d'un ton devenu aimable. Voilà ma femme et mes 2 filles, Charlotte et Madeleine. Pour la première fois, Cleveland vit le visage de la jeune fille qui était assise en lui donnant le dos. Il la trouva tout aussi belle que sa sœur, mais d'une façon absolument différente. Très brune, le visage d'une pâleur marmoréenne, elle avait un nez aquilin, très fin, et une bouche sévère. L'ensemble était austère et presque rébarbatif. Elle répondit à la présentation de son père en inclinant la tête et fixa sur Cleveland un regard d'une intensité saisissante, comme si elle le jaugeait. Voulez-vous quelque chose à boire, monsieur? Demanda Dismet. Merci beaucoup, répondit Mortimer. Une tasse de thé me serait très agréable. Dismet hésita un instant, puis s'empara l'une après l'autre de 5 tasses et les vida dans un bol en disant brusquement: Le thé est froid. Fais-en d'autres, maman. Madame Dismet se leva et sortit en emportant la théière. Mortimer eut l'impression qu'elle était heureuse de s'éloigner. La théière ne tarda pas à réapparaître et on servit du bœuf froid aux convives inattendus. Dismet parla sans arrêt. Il se montra loquace, aimable et confiant.
Il donna à l'étranger un aperçu complet de son existence. Retiré récemment du métier d'entrepreneur qui lui avait procuré une bonne aisance, bien qu'ils n'eussent jamais vécu à la campagne, sa femme et lui choisirent de s'y installer. Certes, octobre et novembre ne semblaient pas le moment le mieux indiqué, mais ils ne voulaient pas trop attendre et avaient acquis ce cottage. Il se situait à 12 kilomètres de tout lieu habité et à 30 d'une ville. Il ne s'en plaignait pas. Les jeunes filles jugeaient l'endroit un peu monotone, mais sa femme et lui aimaient le calme. Il continuait à parler en étourdissant Mortimer de son bavardage. Il n'y avait là rien d'anormal, et pourtant, dès le premier coup d'œil, Cleveland avait perçu une sorte de tension qui émanait d'un des habitants. Il ne savait lequel. Puis il se jugea ridicule et pensa que son système nerveux le trahissait. Ces gens avaient simplement été saisis par sa brusque apparition. Il s'inquiéta de son logement pour la nuit, et Smith lui répondit aussitôt. Il va falloir rester avec nous, monsieur, car vous ne trouverez aucun gîte à des lieues à la ronde. Nous pouvons vous donner une chambre, et bien que mon pyjama soit un peu trop large, pour vous, cela vaudra mieux que rien. Vos vêtements seront secs dans la matinée. Vous êtes fort aimable. Pas du tout, répondit Smith. Ainsi que je le disais tout à l'heure, personne ne mettrait un chien dehors par une nuit pareille. Madeleine, Charlotte, montez pour préparer la chambre. Les deux jeunes filles sortirent, et au bout d'un instant Mortimer les entendit marcher au-dessus de sa tête. Je comprends que deux jolies jeunes filles comme les vôtres se trouvent un peu isolées ici, dit Cleveland. Elles ne sont pas laides, n'est-ce pas? Répondit Smith avec une fierté toute paternelle. Certes, elles ne ressemblent ni à leur mère ni à moi, car nous ne sommes pas très beaux, mais nous sommes profondément attachés l'un à l'autre, n'est-ce pas, Maggie? Madame Smith sourit un peu. Elle avait recommencé à tricoter, et ses aiguilles cliquetaient, car elle allait très vite. Peu après, les sœurs revinrent déclarer que la chambre était prête, et Mortimer, après avoir remercié de nouveau, dit qu'il allait se reposer. « As-tu mis une boule d'eau chaude dans le lit ?» demanda madame Smith. « Oui, maman, deux. »« C'est parfait, » déclara son mari. « Montez, mes petites, et assurez-vous que notre hôte n'a besoin de rien d'autre. » Madeleine passa la première, en tenant haut la chandelle. Charlotte suivit. La chambre était agréable, petite, mansardée, mais le lit paraissait confortable, et les quelques meubles étaient en vieil acajou. Un grand pot d'eau chaude était posé dans la cuvette, un pyjama très vaste étalé sur une chaise, et le lit préparé. Madeleine s'approcha de la fenêtre pour s'assurer qu'elle était bien fermée. Charlotte jeta un dernier regard sur la table de toilette. Puis toutes deux se dirigèrent vers la porte. « Bonsoir, monsieur. Vous êtes sûr qu'il ne vous manque rien? »« Non, merci, mesdemoiselles, j'ai honte de vous avoir donné tant de peine. Bonsoir. »« Bonsoir. » Elles sortirent en fermant la porte derrière elles. Mortimer Cleveland resta seul et se déshabilla lentement d'un air pensif. Lorsqu'il eut revêtu le pyjama rose de M. Smith, il rassembla ses vêtements mouillés et les mit dans le corridor, ainsi que son hôte lui avait conseillé. La voix basse de Smith montait du rez-de-chaussée. Que cet homme était donc bavard, et d'ailleurs bizarre, mais en réalité il émanait quelque chose d'étrange de toute cette famille, à moins que ce ne fût seulement son imagination à lui. Il entra dans la chambre, ferma la porte, puis demeura debout auprès du lit. Perdu dans ses pensées, tout à coup il tressaillit. La table en acajou, proche du lit, était couverte de poussière, et dans cette poussière, on avait tracé 3 lettres, fort visibles. S.O.S. Mortimer sursauta, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. Il y avait là une confirmation de tous ses vagues pressentiments. Il existait quelque chose d'anormal dans cette maison. S.O.S. Un appel au secours. Mais quelle main l'avait écrit? Dans la poussière? Celle de Madeleine ou celle de Charlotte? Cleveland se souvenait qu'elles étaient restées toutes deux au même endroit pendant un instant avant de sortir de la pièce. Laquelle avait furtivement touché la table pour y inscrire ces 3 lettres? Il évoqua les 2 visages. Celui de Madeleine était sombre et fermé. Celui de Charlotte, avec ses grands yeux, exprimait l'effroi. Son regard avait même une étrange lueur. Il alla jusqu'à la porte et l'ouvrit. La voix sonore de M. Smith ne se faisait plus entendre.
La maison était calme. Mortimer pensa. Je ne puis rien faire ce soir. Demain, nous verrons. Cleveland s'éveilla tôt et descendit dans le jardin. La matinée était fraîche et ensoleillée. Quelqu'un d'autre s'était également levé de bonne heure, et au fond du jardin il aperçut Charlotte qui, appuyée contre la barrière, regardait les collines. Les pulsations de son cœur s'accélérèrent, tandis qu'il s'apprêtait à la rejoindre, car dès le début il avait été convaincu que le message venait d'elle. Lorsqu'il s'approcha, elle se retourna et lui souhaita le bonjour. Son regard était franc, ingénu, et ne laissait deviner aucune complicité secrète. Belle matinée, dit-il en souriant. Le temps contraste totalement avec celui d'hier. C'est certain. Il brisa une petite branche sur un arbre voisin, et, à l'aide de cette baguette, il commença lentement à écrire sur le sable, à ses pieds. Il traça d'abord un S, puis un O, puis un autre S, tout en dévisageant la jeune fille, mais il ne vit en elle aucune trace de compréhension. Savez-vous ce que ces lettres représentent? Dit-il à brûle-pourpoint. Charlotte fronça un peu les sourcils et demanda. Ne sont-elles pas celles que les navires envoient quand ils sont en perdition? Mortimer acquiesça et répondit d'un ton calme. Quelqu'un les a tracées hier soir sur ma table de chevet. J'ai pensé que ça pourrait être vous. Elle le regarda en ouvrant tout grand les yeux, et répondit. Moi? Oh non. Donc il s'était trompé. Il en éprouva un vif désappointement, car cela lui arrivait bien rarement. Il insista. Êtes-vous bien certaine? Oh oui. Ils se retournèrent et marchèrent lentement vers la maison. Charlotte paraissait préoccupée et répondit au hasard à quelques remarques que fit son compagnon. Soudain, elle s'écria d'une voix basse et anxieuse. C'est très curieux que vous me posiez cette question au sujet de ces 3 lettres SOS. Bien entendu, je ne les ai pas tracées, mais j'aurais pu le faire. Cleveland s'arrêta et la dévisagea, et elle reprit très vite. Cela paraît ridicule, je le sais, mais j'ai eu peur, tellement peur. Quand vous êtes entré hier soir, il m'a semblé que vous apportiez une réponse. De quoi avez-vous peur? Dit-il vivement. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je crois que c'est de la maison, car depuis que nous sommes arrivés ici, ma frayeur n'a fait que grandir. Tous ceux qui m'entourent me paraissent changés. Mon père, ma mère, Madeleine, sont très différents. Mortimer ne répondit pas tout de suite, et Charlotte continua. Savez-vous que l'on dit que cette maison est hantée? Comment? Son intérêt s'éveilla immédiatement. Un homme y a assassiné sa femme il y a plusieurs années. Nous ne l'avons appris qu'après avoir emménagé. Mon père déclare que c'est ridicule de penser aux fantômes, mais je ne suis pas sûr. Mortimer réfléchissait rapidement et demanda d'un ton calme. Est-ce que cet assassinat a été commis dans la chambre que j'ai occupée cette nuit? Et je ne sais rien à cet égard, répondit Charlotte. Je me demande, ajouta Cleveland, comme se parlant à lui-même. Oui, il est possible que ce soit cela. La jeune fille le regarda sans comprendre, et il reprit. Avez-vous jamais eu l'idée que vous possédiez des qualités de médium? Elle le dévisagea avec stupeur, et il reprit, doucement. Je pense que c'est vous qui avez écrit les lettres SOS hier soir, tout à fait inconsciemment, du reste, car un crime pollue l'atmosphère et un esprit aussi sensitif que le vôtre peut en être impressionné. Vous avez reproduit des sensations et des impressions de la victime. Il y a des années, elle a sans doute écrit SOS sur cette table, et vous avez agi comme elle hier soir. Le visage de Charlotte s'éclaira. Je comprends, dit-elle. Vous pensez que c'est là une explication? Quelqu'un appela dans la maison et elle rentra seule, laissant Mortimer se promener dans les allées du jardin. Il se demandait s'il était satisfait de l'explication qu'il lui avait donnée. Les faits qu'il connaissait en était-il éclairé et la tension qu'il éprouvait en entrant la veille dans cette maison en découlait-elle? C'était possible. Pourtant, il lui restait l'étrange impression que son arrivée inopinée avait effrayé les habitants. Je ne dois pas me laisser emporter par une simple explication psychique, pensa-t-il. Elle peut être exacte en ce qui concerne Charlotte, mais pas les autres, car mon arrivée les a tous bouleversés sauf Johnny. Quel que soit le mystère, Johnny n'y est pas mêlé. En cet instant, le jeune homme sortit du cottage et s'approcha de l'invité, auquel il dit gauchement. Le déjeuner est prêt, voulez-vous entrer?
Mortimer remarqua que les doigts de l'adolescent étaient extrêmement tachés. Johnny surprit son regard et se mit à rire. « Je suis sans cesse en train de tripoter les produits chimiques, déclara-t-il. Papa est furieux car il veut que je devienne architecte, tandis que moi, il n'y a que la chimie et les recherches de laboratoire qui m'intéressent. » M. Dismith parut à une fenêtre, jovial, souriant, et, en le voyant, toute la méfiance de Mortimer se réveilla. Madame Dismith était déjà assise devant la table servie et lui dit bonjour de sa voix sans timbre. Cleveland eut à nouveau l'impression que pour une raison ou pour une autre, elle avait peur de lui. Madeleine entra à la dernière, adressa un léger salut à Mortimer, s'assit en face de lui et lui demanda brusquement « Avez-vous bien dormi? Votre lit était-il bon ?» Elle le regardait attentivement et, quand il répondit affirmativement, il crut déceler sur son visage une expression de désappointement. Quelle réponse attendait-elle donc de lui? Se tournant vers son hôte, Mortimer lui dit « Votre fils paraît s'intéresser à la chimie. » Il y eut un bruit sec, car madame Dismith avait laissé tomber sa tasse de thé. « Voyons, Maggie, voyons, » dit son mari. Mortimer eut l'impression qu'il mettait sa femme en garde. Puis il se tourna vers son invité et se mit à discourir sur les avantages de la construction et l'inconvénient qu'il y avait à laisser des garçons se croire supérieurs à leur milieu. Après le déjeuner, Cleveland sortit dans le jardin pour fumer. Il était évident qu'il lui faudrait bientôt quitter cette maison. Demander une nuit d'hospitalité était facile, mais il était malaisé de s'attarder sans excuse. Et laquelle pourrait-il offrir? Pourtant, il n'avait guère envie de s'éloigner. Tandis qu'il réfléchissait à la question, il prit un sentier qui le conduisit de l'autre côté de la maison. Ses souliers avaient des semelles de crêpe et ne faisaient aucun bruit. Il passait devant la fenêtre de la cuisine quand il entendit parler Dismith, et ce qu'il disait attira tout de suite l'attention de Cleveland. « C'est une grosse somme d'argent, n'est-ce pas ?» Madame Dismith répondit, mais trop bas pour que Mortimer pût l'entendre. Toutefois son mari répliqua. « Près de 60 000 livres, » a dit l'homme de loi. Cleveland n'avait aucune intention d'écouter aux portes, et cependant il s'éloigna pensif. Cette allusion à une somme d'argent lui paraissait situer la question et la rendre plus claire et plus sinistre. Madeleine sortit du cottage, mais son père la rappela. Dismith ne tarda pas à rejoindre son invité et s'écria gaiement. « Magnifique matinée! J'espère que votre auto n'est pas trop détériorée. » « Il veut savoir où je vais, » pensa Cleveland. Mais il remercia Dismith pour son aimable hospitalité. « Ce n'est rien, dit l'autre. Charlotte et Madeleine sortirent ensemble de la maison et se dirigèrent, bras dessous, vers un banc rustique. La tête brune et la tête blonde contrastaient agréablement, et, mu par une impulsion, Cleveland dit « Vos filles ne se ressemblent guère, monsieur. » Celui-ci, qui était sur le point d'allumer sa pipe, fit un mouvement brusque et laissa tomber l'allumette. « Vous trouvez? C'est du reste exact. » Mortimer eut un éclair de compréhension et continua d'un air calme. « D'ailleurs, toutes deux ne sont pas vos filles. » Il vit Dismith le regarder, hésiter, puis prendre un parti. « Vous êtes fort intelligent. En effet, l'une d'elles est une enfant trouvée. Nous l'avons adoptée, alors qu'elle était un bébé. Nous l'avons élevée comme si elle était de nous. Elle-même ignore absolument la vérité, mais il faudra bien qu'on le lui dise un jour. » Il soupira, et Mortimer répondit avec calme. « Question d'héritage, sans doute. » Dismith lui jeta un regard soupçonneux, puis parut juger qu'il valait mieux être franc, et se montra presque agressivement sincère. « C'est curieux que vous disiez cela, monsieur. »« Télépathie, » répondit Mortimer en souriant. « Voici ce qu'il en est, monsieur. Nous l'avons recueilli pour rendre service à sa mère, contre une somme d'argent, car à cette époque, je commençais juste à travailler. Il y a quelques mois, j'ai lu dans les journaux une annonce, et j'ai eu l'impression que l'enfant en question devait être Madeleine. Je suis allé voir les notaires et nous avons entamé de longues discussions. Ils étaient un peu soupçonneux, naturellement. Mais à présent, tout est arrangé. Je vais emmener la petite à Londres la semaine prochaine. Jusqu'à présent, elle ne sait rien. Son père était un juif très riche qui n'a appris son existence que peu de temps avant sa mort. Il avait chargé des gens de la retrouver et il lui a laissé toute sa fortune. » Mortimer écoutait avec la plus grande attention.
Il n'avait aucune raison de mettre en doute le récit de Smith, car cela expliquait pourquoi Madeleine était aussi brune et sans doute aussi son aspect distant. Toutefois, il pensa que, bien que l'histoire pût être exacte, il y avait des détails cachés. Mais il ne voulait pas faire naître des soupçons chez son interlocuteur. Au contraire, il lui fallait le rassurer. Voilà un cas fort intéressant, monsieur, dit-il. Et je complimente mademoiselle Madeleine, une riche et belle héritière, qui va devant un bel avenir. Certes, répondit Smith, et de plus, c'est une fille remarquable. Il s'exprimait avec chaleur. Il faut que je m'en aille maintenant, dit Mortimer, et je dois vous remercier encore pour votre hospitalité si bienveillante. Il entra dans la maison, accompagné par son hôte, pour faire ses adieux à madame Smith. Debout devant la fenêtre, elle leur tournait le dos, et ne les entendit pas entrer, quand son mari déclara gaiement: « Monsieur Cleveland vient nous dire adieu. » Elle sursauta et laissa tomber ce qu'elle tenait à la main. Mortimer se baissa pour le ramasser. C'était une miniature peinte dans un style vieillot, et qui représentait Charlotte. Cleveland réitéra à madame Smith les remerciements qu'il avait déjà exprimés à son mari. Mais il remarqua de nouveau l'air terrifié sur son visage et les yeux furtifs qu'elle lui jetait. Les deux jeunes filles n'étaient pas visibles, mais Mortimer estimait qu'il eût été maladroit de demander à les voir. D'ailleurs, il avait une idée qui ne tarda pas à se montrer exacte. Il s'était éloigné d'environ 400 mètres du cottage en se dirigeant vers l'endroit où il avait laissé sa voiture. Quand les buissons qui bordaient le sentier furent écartés, Madeleine sortit sur le chemin devant lui et déclara: « Il faut que je vous parle. » « Je vous attendais, répondit Mortimer. C'est bien vous, n'est-ce pas, qui avez écrit SOS sur la table de ma chambre hier? Elle acquiesça et il reprit. Pourquoi? La jeune fille se détourna et se mit à tirer sur les feuilles d'un arbuste. Je l'ignore, répondit-elle. Je l'ignore vraiment. Voyons, parlez-moi, reprit Cleveland. Elle poussa un profond soupir et reprit. J'ai l'esprit pratique, je ne suis pas de celles qui s'imaginent des choses extraordinaires. Pourtant, j'ai compris que vous croyez aux fantômes et aux esprits. Et quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose de mauvais dans la maison, je veux parler de ce qui est tangible. Il ne s'agit pas seulement d'un écho du passé, et cela s'est aggravé depuis que nous sommes ici. Mon père est différent, maman est différente, Charlotte aussi. Mortimer l'interrompit. Et Johnny? Demanda-t-il. Elle le dévisagea d'un air approbateur. Non, dit-elle, maintenant que je réfléchis, Johnny est le seul qui ne soit pas contaminé. Hier, à l'heure du thé, il était parfaitement calme. Et vous? Moi j'avais peur, une peur d'enfant, sans savoir pourquoi. Et mon père était bizarre. Il n'y a pas d'autre mot. Il a parlé de miracle. J'ai prié pour qu'il s'en produise un, alors vous avez frappé. Elle se tut brusquement, dévisagea Cleveland et reprit d'un air de défi. Je suppose que je vous parais folle. Du tout. Extrêmement saine d'esprit, au contraire. Tous les gens sains prévoient le danger quand il est proche d'eux. Vous ne me comprenez pas, répondit Madeleine. Je n'avais pas peur pour moi. Pour qui alors? Elle secoua la tête d'un air étonné et murmura. Je ne sais pas. Puis elle reprit. J'ai écrit SOS par intuition, car j'avais la certitude absurde, sans doute, qu'on ne me permettrait pas de vous parler. Je ne sais pas ce que je voulais vous demander, et je ne le sais pas davantage maintenant. Peu importe, dit Mortimer, je le ferai. Que pouvez-vous faire? Il sourit. Réfléchir. Elle le regarda avec inquiétude. Mais il reprit. Oui, on peut agir beaucoup en réfléchissant. Vous ne croiriez pas à quel point. Hier soir, juste avant le repas, y a-t-il eu un mot ou une phrase qui a attiré votre attention? Madeleine fronça les sourcils. Je ne crois pas, ou plutôt j'ai entendu mon père dire à ma mère que Charlotte lui ressemblait d'une façon frappante. Puis il a ri d'une manière étrange. Cependant, y a-t-il là quelque chose d'anormal? Non, répondit Mortimer lentement, sauf que Charlotte ne ressemble pas à votre mère. Il garda le silence pendant un instant, leva les yeux et constata que la jeune fille semblait anxieuse. Rentrez, mon enfant, lui dit-il, et ne vous tourmentez plus. Laissez-moi faire. Elle se dirigea vers le cottage, tandis que Mortimer continuait sa route. Puis il s'allongea sur l'herbe, ferma les yeux et se concentra pour réfléchir. Johnny, Johnny. Il en revenait toujours à ce garçon qui était complètement innocent de toute l'atmosphère de suspicion et d'intrigue qui l'entourait, mais qui en était cependant le pivot.
Il se souvint du bruit qu'avait fait la tasse de madame D. Smith lorsqu'elle l'avait laissé tomber. Pourquoi avait-elle été si troublée? À cause de l'allusion banale qu'il avait faite au sujet des recherches chimiques de son fils? Sur le moment, il ne s'était pas intéressé à M. D. Smith, mais maintenant il le voyait clairement tenant sa tasse à mi-chemin de sa bouche. Cette idée le ramena vers Charlotte, qu'elle lui était apparue quand la porte s'était ouverte la veille au soir. Elle le regardait par-dessus le bord de sa tasse. Puis vint une autre réminiscence, celle de D. Smith vidant toutes les tasses en disant « Ce thé est froid ». Pourtant la vapeur sortait. Le thé ne devait pas être froid. Il se souvint d'un article qu'il avait lu peu de temps auparavant et qui racontait l'histoire d'une famille entière empoisonnée par la négligence d'un gamin qui avait laissé de l'arsenic dans un garde-manger. Le poison était tombé sur un pain. M. D. Smith avait peut-être également lu ce journal. Le problème lui parut s'éclaircir et une demi-heure plus tard il se leva. Le soir était encore revenu dans le cottage. Il y avait des œufs pochés et une boîte de conserve. Madame D. Smith sortit de la cuisine chargée de la grosse théière et les divers membres de la famille s'assirent autour de la table. La température est très différente de celle d'hier, remarqua madame D. Smith en jetant un coup d'œil vers la fenêtre. Oui, répondit son mari, la nuit est si tranquille qu'on pourrait entendre tomber une épingle. Verse le thé, veux-tu? Madame D. Smith obéit et distribua les tasses. Mais tandis qu'elle déposait la théière, elle poussa un petit cri et appuya une main contre son cœur. Son mari se tourna et suivit la direction de son regard terrifié. Mortimer Cleveland était debout sur le seuil. Il avança d'un air aimable et dit « Je crains de vous avoir fait peur. Il m'a fallu revenir chercher quelque chose. » « Chercher quelque chose ?» répéta D. Smith dont le visage était devenu pourpre et dont les veines ressemblaient à des cordes. « Je voudrais bien savoir quoi. »« Un peu de thé, » répondit Mortimer, qui sortit rapidement quelque chose de sa poche, saisit une des tasses à thé et en versa le contenu dans un tube à essai qu'il tournait de sa main gauche. « Que faites-vous » haleta D. Smith dont le visage était devenu blême. Sa femme jeta un petit cri de terreur. « Je pense que vous lisez les journaux, monsieur, j'en suis sûr même. On y lit parfois le compte-rendu de l'empoisonnement d'une famille entière. Certains membres se remettent, d'autres non. Dans votre cas particulier, l'un d'eux serait mort, et on supposerait d'abord que la conserve que vous aviez mangée était fautive. Toutefois, si le médecin était d'un naturel soupçonneux, il aurait vu le paquet d'arsenic dans votre garde-manger. Il y a du thé sur l'étagère du dessous, tandis que, dans l'étagère supérieure, il y a un trou. On admettrait alors que l'arsenic a contaminé le thé par hasard. Votre fils Johnny pourrait être accusé de négligence sans plus. Je ne comprends pas, haleta D. Smith. Je crois que si, répondit Cleveland en prenant une deuxième tasse et en remplissant un deuxième tube à essai. Il colla une étiquette rouge sur le premier et une bleue sur l'autre. Puis il déclara. Le tube à l'étiquette rouge contient du thé provenant de la tasse de votre fille Charlotte, l'autre de votre fille Madeleine. Je suis prêt à jurer que je trouverai dans le premier 4 ou 5 fois plus d'arsenic que dans le second. Vous êtes fou, murmura D. Smith. Sûrement pas. Vous m'avez dit aujourd'hui, monsieur, que Madeleine n'était pas votre fille. Vous m'avez menti. Madeleine est votre fille, et Charlotte est celle que vous avez adoptée. Elle ressemble tellement à sa mère que, quand j'ai eu entre les mains la miniature représentant cette dernière, j'ai cru que c'était le portrait de Charlotte. Vous vouliez que votre fille héritât la fortune, et, comme il vous serait impossible de cacher Charlotte, et comme quelqu'un ayant connu sa mère aurait pu se rendre compte de la vérité, vous vous êtes décidé à glisser une pincée d'arsenic au fond de sa tasse. Madame D. Smith poussa un éclat de rire strident et fut prise d'une violente crise de nerfs. Du thé, graissa-t-elle. Voilà ce qu'il a dit, du thé, pas de la limonade. Ne peux-tu pas te taire? Hurla son mari furieux. Mortimer vit Charlotte qui le regardait les yeux exorbités. Puis il sentit une main sur son bras et Madeleine l'attira à l'écart. Vous n'allez pas? Cleveland posa la main sur son épaule. Mon enfant, répondit-il, vous ne croyez pas au passé, mais moi j'y crois. J'ai compris quelle était l'atmosphère de cette maison. Peut-être que si votre père n'y était pas venu, je dis peut-être,
Il n'eut pas conçu son plan. Je vais garder ces 2 tubes à essai afin de sauvegarder Charlotte, maintenant et à l'avenir. Mais je ne ferai rien d'autre, par gratitude pour la main qui a écrit SOS. Puis il s'enfuit. Fin.